Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi 23 octobre, je pense. Ah oui, comme on était le 21 lundi, ça doit faire le 23. J'en déduis qu'on est aujourd'hui le 23. Mais je n'ai pas vérifié. Vous voyez, il fait très très beau. Voilà, ça y est, il fait bien frais, mais un soleil éblouissant. Sans aucune trace dans le ciel. C'est quand même bien. Un ciel totalement dégagé. Et pour l'instant, pas d'avion. Bon, ça va pas tarder, les avions. Alors, ça y est, les feuilles tombent. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons donner, si la maîtresse n'est pas rentrée, je ne sais pas si elle est rentrée, elle doit rentrer ces jours-ci. Et en tous les cas, j'ai pris le pâté avec moi pour donner à manger à Cannelle. Oh, c'est bien simple. Si Cannelle pointe le bout du nez, ça veut dire que la maîtresse n'est pas rentrée. Sinon, elle ne sort pas. Donc, on va voir. Oh, je l'entends. Ça y est. Ah bah oui. Mais alors. Bon, vous voyez, aujourd'hui, l'image est de meilleure qualité puisqu'il y a plus de luminosité. Ah bah non, la maîtresse n'est pas rentrée, le portail est toujours fermé. Bah oui, hein? Mais oui, je sais. Hein? Mais oui. On va manger? Hein? La caméra. Oui, oui. Hein? C'est là. Regarde, c'est là-dedans. Hein? Ah. Et oui. Ah, ça y est. Affamé. Ah, c'est parti. Bon, bah, ça y est. Ah. Oh, bah, ça fait partie du rituel de la chaîne. Tout le monde connaît Cannelle, je dis pour les nouveaux abonnés, parce que ma voisine s'absente parfois et je passe lui donner à manger, mais c'est pas systématique. Et puis au fil du temps, comme je passe souvent devant cette porte, eh bien j'en profite pour lui donner à manger, et puis ça fait partie de la mascotte maintenant, hein. Tout le monde la connaît. Voilà, donc on se retrouve pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est parti. C'est parti pour une longue marche, très très longue. Préparez-vous parce que toujours faut compter minimum une demi-heure. Et oui, c'est mon rituel quotidien. C'est le rituel quotidien d'un retraité qui a besoin de faire de l'exercice parce que si je suis toujours à la maison, ça va pas. Puis le jardinage, là, en ce moment, il y a, à part ramasser les feuilles, couper quelques branches, pas grand chose à faire. Bien qu'il y a toujours à faire, quand il fait ce temps-là, il y a toujours à faire dans un jardin. Mais c'est vrai que je suis pas mal collé à l'actualité. Et je réagis. Je réagis. Tiens, il y a des sangliers qui sont passés par là.
Ça se voit. Il y a beaucoup de sangliers, pareil. Ils détruisent les champs et tout. Il y a trop de sangliers, malheureusement. Je parle pour les agriculteurs, ça pose un problème. Mais là, on voit les traces de sangliers par terre. Yeah. Voilà. Alors, je réagis à l'actualité parce que elle est nourrie de beaucoup de choses en ce moment. On en passe du national à l'international. On passe du national aussi à des problèmes parfois religieux, philosophiques, existentiels. On parle de santé, on parle de beaucoup de choses. En tous les cas, j'en parle simplement. Et je dis ça pour les nouveaux abonnés parce que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés. Je leur dis bienvenue. Ils vont apprendre à me connaître, ils vont apprendre à me découvrir, ils vont apprendre à découvrir cette chaîne qui n'est pas que dans la polémique, mais qui est aussi dans la quête existentielle et qui traverse parfois des moments de nostalgie, oui, des moments de questionnement, des moments de remise en cause, des moments de doute, des moments de colère, des moments où on a envie d'être révolutionnaire. Et oui, je suis un ancien gilet jaune et j'ai beaucoup manifesté. Surtout au début, je parle au début, parce qu'après ça a dégénéré avec les gauchistes, mais au début c'était un mouvement auquel j'ai participé, auquel j'ai cru. Et comme toujours, eh bien, après ces périodes-là, on en tire les leçons, on en tire les conséquences sur la population, sur la réactivité de la population, sur beaucoup de choses concernant la psychologie collective, le comportement collectif, le côté grégaire. Et puis ensuite, on a eu le Covid. Ça aussi, ça a été quelque chose, le pass sanitaire, etc. Didier Bourdon, qui nous a fait une sale... qui était un personnage autrefois sympathique, qui nous a fait un sale coup. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo en disant il faut boycotter son film. Il faut bien qu'on se venge, il n'y a pas d'autre solution, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien se venger, tous ceux qui nous ont mis la tête sous l'eau, qui ont contribué à nous exclure, nous faire passer pour des idiots, des imbéciles. Enfin ça passera jamais, jamais, de mon vivant en tous les cas. Si je peux, j'utiliserai toujours de mon petit pouvoir médiatique à travers cette chaîne pour redire ce qu'il en a été, replacer les choses dans leur contexte et dire à quel point on a été maltraité, que ce soit pendant le pass sanitaire, que ce soit pendant les manifestations des Gilets jaunes. J'ai rien oublié, ma mémoire est intacte concernant toutes ces phases que nous avons vécues douloureusement. Mais c'est comme ça, c'est mon destin d'être marginal, j'ai toujours été. Je l'ai été tout petit dans la cour de récréation. Déjà, tu avais des meneurs et moi, j'ai jamais suivi le meneur. Je préfère être seul que de suivre un meneur. Déjà, dès mes premiers instincts, j'ai vu qu'il y avait un comportement grégaire dans le collectif et que les gens aiment suivre un meneur. Et en général, le meneur, c'est un con, bizarrement. Et les gens aiment suivre les cons. C'est comme ça. Et donc, du coup, j'ai tout de suite pris la tangente. J'étais donc déjà en bagarre et en lutte contre le groupe, contre la communauté, contre ceux qui suivaient ce meneur, qui les menait par le bout du nez, qui les manipulait. J'avais identifié ça très jeune. Je vous dis, dans la cour de récréation déjà, on distingue les personnalités. On voit un peu, c'est une projection du futur, et on voit qui est qui sera qui, etc. etc. Donc, je lâcherai pas l'affaire, vous savez, c'est comme un os, un chien avec son os. J'ai aucune raison que je lâche l'affaire aujourd'hui, encore moins d'ailleurs, mais dès le départ, je me suis dit non, je lâcherai pas l'affaire, parce que ça va pas. Ça va pas du tout. Ça déconne. Et ça provoque les conséquences qu'on a soi-même engendrées par nos comportements, par nos choix individuels et nos choix collectifs. Donc
tout ce que nous payons aujourd'hui n'est que le fruit de nos choix, de notre disposition intérieure, de notre manque de discernement, de notre manque d'intuition, ou alors quand on n'est pas capable de sentir les choses, quand on est, ce qui peut arriver, quand on n'est pas apte à discerner, ou qu'on n'a pas l'intelligence, eh bien, il faut à ce moment-là prendre conseil auprès de gens qui, eux, ont la connaissance, qui, eux, peut-être flairent les choses un peu plus vite que les autres et qui, peut-être, anticipent plus les choses que les autres et vous mettent en garde. C'est ces gens-là qu'il faut écouter, les visionnaires. Et il y en a eu dans l'histoire des visionnaires, mais c'est à eux qu'il faut faire confiance. C'est à eux qu'il faut parfois remettre les clés de la maison pour que justement, on soit à l'abri de mauvaises surprises. On a ridiculisé en général celui qui disait la vérité, on l'a moqué et on s'est évidemment perdu dans les... Il y a une voiture qui arrive. On s'est perdu dans les conjectures qui nous ont menés là où on est aujourd'hui. Alors on va laisser passer la voiture et puis après on reprend. Voilà, c'est fait. Donc j'aime bien le calme, surtout quand je suis concentré comme ça. J'aime bien être tranquille. À un moment donné, si vous voulez, il faut que chacun réponde à sa vocation. Il faut que chacun réponde à son destin. Il faut que chacun réponde à ce à quoi il est, pourquoi il est fait, et à quoi il va, quel est son rôle sur Terre. On vous a égaré par le divertissement. Le divertissement, c'est un gros problème, ça, dans notre société. Parce que on a fait croire aux gens que la vie sur Terre, ça ressemblait à une forme de parc d'attractions qui servait simplement à s'amuser, à se distraire. Aux dépens d'autres personnes qui, elles, souffrent. On crée comme un parc d'attractions et vous savez, il y a tous ceux qui font marcher le parc d'attractions. Mais vous êtes dedans, vous êtes le touriste dans le parc d'attractions et vous avez tous les esclaves qui entretiennent les attractions, s'occupent du ménage le matin, entretiennent la nourriture, etc. Enfin, tout le petit peuple corvéable à merci qui vont faire en sorte que vous soyez dans un parc d'attractions. Ça, c'est la grosse trahison de l'Occident, qui a essayé de maintenir ce modèle en disant, bah nous, on est dans le parc d'attractions, puis on va se servir de tout le reste de la population, comme les Chinois, tout ça, tous ces gens qui sont enfermés dans des usines, 7 jours sur 7 quasiment, pour vous fabriquer des t-shirts à 3 euros, 4 euros. En gros, le principe, c'était d'exploiter les populations appartenant au pays du tiers-monde pour que le bon peuple occidental soit dans le divertissement. Et donc toutes ces entreprises qui ont délocalisé, on pollue ailleurs, on pollue à l'étranger, on fait la guerre à l'étranger, on délègue, on déplace les usines et à l'étranger, de façon à ce qu'il n'y ait plus de personnes qui soient aujourd'hui en Occident corvéables à merci. On essaie sans arrêt je cherche le mot,
pas de délégués. Des fois on bute sur des mots quand on parle comme ça. C'est ça le souci de faire un direct. Délocalise, voilà. On délocalise tout. On délocalise la merde et on fait de nos sociétés des espèces de parcs d'attraction où il n'y a plus que des grands centres commerciaux, des centres de distribution pour consommer. Et donc le marché de la pub est énorme. Bon, vous voyez, quand je fais une vidéo sur YouTube, il y a de la pub. Et c'est la pub qui me rémunère. Donc je suis moi-même, si vous voulez, en vous parlant de ça, je suis moi-même rétribué par cette société de divertissement, puisque la pub vous invite à vous divertir. Et c'est tout le souci, c'est-à-dire qu'en réalité, nous-mêmes, nous ne sommes pas... nous le critiquons, notre parc d'attractions, mais nous sommes nous-mêmes payés par ce parc d'attractions. Nous en faisons partie. Et c'est là qu'il y a une contradiction. C'est pas la peine de se cacher. On critique la société et on se fait payer par cette même société de divertissement. On se fait payer par la société qu'on critique. C'est pas cohérent. Donc il faut aller jusqu'au bout, vous savez, de notre critique aussi. Et là, en l'occurrence, on a créé ce modèle-là planétaire qui ne va pas. Non, ça ne va pas. Alors je ne vais pas rentrer dans une démagogie et faire de la récupération comme certains le font, évidemment. Parce que tous les politiciens, je parle de tous les gauchistes, de tout ça, jouent avec ça, tout en eux-mêmes en étant hypocrites, mais ils jouent avec cette injustice, ce clivage entre les riches et les pauvres, entre les pays riches, les pays pauvres, les pays où les gens sont exploités et les autres où les gens sont payés à rien faire, etc., etc. Ou des pays où les gens jouissent de loisirs et de vie heureuse, alors que d'autres sont dans la misère et sont dans la survie. Alors évidemment, le monde est en train de changer, ce monde-là est en train de changer. Ils ont dit, ok, on en a marre de jouer les esclaves pour que vous ayez une vie dorée, que vous viviez dans vos beaux parcs d'attractions, puis que nous, on vous serve, on vous lèche les bottes et on vous serve d'esclaves, parce que c'est de l'esclavage évidemment. Donc ce déséquilibre-là, il est évident. J'avais vu quand j'étais plus jeune, j'avais été en Égypte, et j'étais allé avec mon sac à dos avec un ami. Je n'étais pas passé par une agence de tourisme, mais j'avais vu des touristes et j'avais vu déjà cette indécence de nous qui étions évidemment, qui venions d'Occident, qui venions de France, avec cette pauvreté que j'avais constatée au Caire, que j'avais constatée dans les rues d'Égypte, malgré les attractions touristiques, mais j'avais vu qu'il y avait une misère, une pauvreté, mais même une pauvreté au niveau, même au niveau du comportement même. La population était pas éduquée, une population ne savait pas se débrouiller, il y a une population totalement à la ramasse, quoi. Je voyais, j'avais été dans un hôtel, il y avait je ne sais pas combien d'employés, puis les choses étaient en train de se dégrader sans que personne puisse les réparer. Ce qui veut dire que d'une manière globale, la population est non éduquée aussi dans ces pays. Alors, j'avais vu déjà ce contraste, et quand on voit comme ça, on va à l'étranger, on se dit ça va pas. J'avais été en Corée, là c'était tout le contraire. Là c'était des gens qui bossent comme des dingues. Ils avaient comme loisir d'aller au café le samedi après-midi, je parle des jeunes. Leur seule distraction, c'était dans un café à Séoul, de passer une après-midi ensemble dans un beau café, et puis de rentrer chez eux après, et puis de reprendre. Puis le dimanche, ça se repose, ça dort, parce qu'ils étaient fatigués, ils n'ont pas les 35 heures en Corée. Donc ils bossent comme des dingues, les transports, tout ça, c'est dur. Ça donne des entreprises performantes, ça donne des Samsung, ça donne évidemment des appareils et des voitures performantes, mais le peuple... Là-bas, c'est pas un parc d'attractions, hein. Ça bosse comme des dingues. Alors, évidemment, là aussi, il va y avoir un prix à payer, évidemment. Parce que vous ne pouvez pas vivre
dans un déséquilibre pareil. Il faut un équilibre. Alors, il ne s'agit pas que tout le monde, il s'agit pas que tout le monde vive riche, que tout le monde soit riche et de promettre je ne sais quel confort, non. C'est simplement nous devons renoncer à notre société de divertissement. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas dans un parc d'attractions et que nous ne sommes pas ici pour nous divertir, que nous avons un rôle à jouer. Et que ce rôle à jouer, il est autre que celui dans lequel on nous a conditionnés. Si nous, occidentaux, les hommes blancs, si nous, occidentaux, utilisons et usons de notre capacité, de nos qualités, pour justement apporter au monde ce que nous aurions dû apporter, eh bien, et se concentrer sur justement l'élévation de l'homme, son élévation matérielle aussi. Parce que on ne peut pas, il faut qu'il y ait une collaboration entre les gens qui ont des qualités spirituelles et des gens qui ont des qualités manuelles et matérielles et scientifiques. Il faut qu'il y ait de la collaboration. L'un doit accompagner l'autre et on ne doit pas séparer les choses. S'il y avait eu une saine collaboration entre les spirituels et les matérialistes, la civilisation serait d'une autre nature que celle dans laquelle nous vivons. On ne serait pas dans cette civilisation totalement détraquée, pervertie et désabusée d'une certaine manière, avec une jeunesse parfois gâtée, pourrie, désabusée. Et ça, nous n'avons pas répondu à notre destin. Et c'est là où j'en viens, c'est-à-dire que ce soit collectivement ou que ce soit personnellement, nous devons répondre à notre vocation, notre destin. Nous savons que c'est une expérience provisoire, ici, sur Terre. Nous savons tous que c'est provisoire. Et nous savons que il y a au fond de nous un projet qui a été implanté. Ce projet, on pourrait l'appeler, c'est notre âme. C'est une autre manière de le désigner. Et ce projet, qui est en nous depuis la petite enfance, certains l'appellent aussi vocation. On peut lui donner plusieurs titres, on peut le nommer différemment. Il peut avoir plusieurs noms pour désigner la même chose. Mais en gros, cette vocation, cette disposition, cet ingrédient qu'on appelle âme aussi, il a été confié à chaque être vivant. Et en gros, il faut jouer sa partition, comme dans une pièce de théâtre, comme dans un film, comme dans un jeu. Et vous verrez que si vous arrivez à identifier ce pourquoi vous êtes fait dans ce passage, eh bien vous verrez que vous vous détournerez naturellement du divertissement pour le divertissement. Oh, ça n'empêche pas de passer des bons moments, ça n'empêche pas de passer de faire des fêtes et de passer des bons moments. Mais c'est pas le but. L'un n'empêche pas l'autre, mais le but, c'est au-delà d'une réjouissance ou des réjouissances en permanence, c'est de répondre à l'appel qui nous est fait. Et chaque être humain est appelé. L'Église le dit, mais malheureusement, c'est devenu une parole caricaturée parce qu'elle n'a plus de crédibilité. Mais elle dit ce que je vous dis. Et c'est pas faux. Malheureusement, il y a une telle caricature, et c'est transmis par des êtres qui ont tellement peu la dimension pour obtenir cette crédibilité que personne n'écoute plus ces gens, cette Église-là. Mais l'Église le disait. Eh bien, c'est vrai. C'est-à-dire que chacun est appelé. Chaque être humain est appelé. Et donc, quel que soit notre âge, quelles que soient nos dispositions,
nos dons et nos talents, nous avons en nous une mission qui nous a été confiée dans cette réalité que nous appelons la Terre. Et plus vous vous approchez de cette dimension et de cette vocation, plus vous vous sentez en harmonie avec vous-même. C'est le critère qui vous permet de juger si c'est le bon choix, la bonne route ou pas. Plus vous touchez l'harmonie, plus vous êtes en harmonie et plus vous vous sentez intérieurement en harmonie avec votre être profond, plus mieux vous répondez à cet appel qui vous est fait. Et l'appel qui nous est fait, il n'est pas celui du voisin, il n'est pas celui de nos parents. Il n'en a rien à faire. C'est un appel auquel c'est votre partition en quelque sorte. C'est comme si vous faisiez partie d'un grand orchestre et que vous êtes soit celui qui chante ou celui qui joue d'un instrument. Et cet instrument, il est différent de celui du voisin. Mais le jour où vous avez la révélation de votre instrument, eh bien ce jour-là, vous êtes heureux intérieurement et vous avez la ressource et l'énergie pour avancer parce que ça y est, enfin, vous avez ça y est, vous êtes ce que vous devez être. C'est le plus dur, c'est la chose la plus difficile à trouver. Pourquoi? Parce que notre société ne nous y aide pas déjà. Le collectif ne nous y aide pas, nos parents ne nous aident pas. Au contraire, en général, nos parents sont opposés à ce que l'on réponde à notre vocation profonde, spirituelle. Souvent, les gens qui nous entourent ne sont pas bienveillants par rapport à ça. Ils ne veulent pas, parce qu'eux-mêmes, ça les remet en cause, ça remet en cause leur propre vie. Donc nous avons une multitude d'obstacles à franchir déjà sur le plan humain et collectif autour de nous. On doit briser énormément de chaînes, des chaînes affectives, des chaînes psychologiques, des chaînes de dépendance pour enfin toucher les racines de notre propre nature profonde. Et ça, c'est déjà un gros travail. C'est un travail qui nous oblige parfois à être brutal. C'est un travail qui nous oblige à nous marginaliser. C'est un travail qui nous oblige à nous confronter, à nous disputer. C'est une guerre, c'est un combat, parce que l'ambiance générale est très opposée à ce que nous répondions à notre appel. Parce que l'appel, au fond de nous, est en contradiction avec le projet de destruction qui est à l'œuvre dans le monde entier. Il y a un projet destructeur qui cherche soit à nous divertir, soit à nous enfermer dans des goulags, soit à nous détruire psychologiquement, moralement, physiquement, tout ce que vous voulez. Il y a un projet de destruction de l'humanité. Et ce projet de destruction de l'humanité, il est variable en fonction des civilisations, des peuples. Mais il n'y a pas, si vous voulez, le terrain n'est pas favorable à notre épanouissement, où que nous nous trouvions. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'égarent, parce que inconsciemment, ils cherchent à répondre à leur vocation, mais ils ne savent pas comment faire, ils sont perdus. Et ça les mène parfois à s'égarer vers des voies alternatives qui ne sont pas celles qu'ils croyaient être les bonnes, qui ne sont pas les bonnes en fait. Et ça donne des échecs, ça donne des gens qui sont perdus, ça donne des gens qui sont malades, très malades. Il y a une subtilité dans la réponse que l'on doit donner à notre âme dont vous ne pouvez pas mesurer la finesse. C'est très fin et c'est très difficile de toucher d'une manière juste la nature, notre nature profonde. C'est très difficile de la discerner et de la capter et ensuite d'y répondre. Ça fait partie d'un processus qui prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et c'est pour ça que
dans nos catégories, eh bien, quand on parle de séquences de vie, eh bien, dans nos catégories, si vous voulez, il n'y a pas, les vacances, ça n'existe pas, la retraite, ça n'existe pas. C'est juste qu'on est à des phases différentes d'évolution et on a un âge différent où on a cumulé plus ou moins d'expérience, mais on n'est pas sur Terre là pour voyager. Ou si on voyage, ça a un sens, mais ça a un sens non pas de divertissement, mais ça a un sens pour apprendre, pour se nourrir, pour comprendre. Et là, ça a un sens, le voyage. Mais le voyage pour le divertissement, ça n'a pas de sens. Comme notre vie, si on va consommer, si vous allez dans un magasin, c'est pour acheter des choses dont on a besoin. Mais si on y va, si on passe des heures dans un centre commercial pour se divertir, ça n'a aucun sens. Vous perdez votre temps, vous vous égarez. Et quand on regarde un film, c'est bien. Quand on regarde une série, c'est bien. J'ai rien contre. Quand on regarde les informations, c'est bien aussi. Être devant sa télé pour apprendre, oui, pour détecter quelque chose, c'est tout à fait légitime. Mais si vous vous mettez devant la télé, vous allez au cinéma que pour le divertissement, sans en tirer une substance, là encore c'est faux, vous voyez. Comme quoi, c'est pas l'histoire d'aller dépenser ou d'aller voir un film ou regarder sa télé ou tout ça. Si vous regardez l'actualité comme un divertissement, non, mais si vous la regardez comme un apprentissage, comme une source d'inspiration pour vous, que vous puissiez vous élever, c'est-à-dire s'élever, ça veut dire répondre à notre vocation profonde, là c'est tout à fait justifié qu'il n'y ait pas de malentendu. Et donc, je pense que collectivement, l'Occident avait sa vocation comme peuple occidental. Il avait une vocation, mais ça a été fourvoyé. Et aujourd'hui, malheureusement, on récolte les fruits de nos erreurs du passé. Oui, il y a eu des erreurs. Et ça, je ne suis pas dans un processus de culpabilisation, pas du tout. Mais nous avons commis des erreurs. Nous avons commis des erreurs, énormément d'erreurs. Et donc, parce que à partir du moment où vous êtes héritier de certains privilèges, vous avez une plus grande responsabilité. Et cette responsabilité vous oblige. C'est comme quelqu'un qui a une notoriété. J'entendais ce matin, parce que le matin je regarde CNews, souvent CNews ça m'inspire, ça m'aide à trouver des thèmes et puis ça me nourrit sur le plan de l'actualité puisqu'il traite de beaucoup de sujets qui sont quand même intéressants à suivre. Et puis ça fait partie de mon travail également. Eh bien, j'écoutais Pascal Praud sur lequel parfois des fois je me dis mais il est con quoi, puis des fois je me dis ouais il tape juste là, il a raison, il n'est pas inintéressant Pascal Praud, vous savez, mais il navigue. Il y a des fois où je trouve que voilà, je me dis non là ça va pas du tout, il déconne, ou alors il essaie de bien se faire voir par l'Arcom, etc. Enfin bref, si je l'avais en face je lui parlerais, mais malheureusement je peux pas le rencontrer. Mais ce qu'il a dit ce matin, c'était juste à propos de l'histoire de Nicolas Bedos. Pourquoi? Parce que il a dit, vous comprenez, c'est la rançon de la gloire. Bah oui. En plus, Nicolas Bedos et son père, c'était des gens quand même orientés très à gauche. Enfin, Nicolas, je ne sais pas s'il était très à gauche, mais son père l'était. Il faudrait que je creuse. Nicolas, il faisait partie quand même de la clique. Et donc, ces gens-là ont produit cette génération MeToo qui aujourd'hui, évidemment, est dans une forme d'excès. Mais en même temps, ils ont eux-mêmes engendré ce monde-là. Ils l'ont même... on dit toujours que la révolution mange les enfants, mais c'est vrai. Bon, ça, c'est une chose. Mais Pascal Praud dit, oui, mais d'une certaine manière, sa notoriété l'oblige à avoir un comportement dans la société digne, respectueux. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi à partir du moment où tu commences à avoir une notoriété. Ça veut dire que quand tu vas dans un lieu public et quand tu es une personne qui est devenue une star ou qui a une réputation ou qui a une popularité due à ce qu'il a fait, ce qu'il a produit, que ce soit acteur, chanteur,
même gros chef d'entreprise ou je ne sais quoi, politique, ça t'oblige. Tu ne peux plus faire. Alors regardez ces politiciens qui achètent de la drogue dans le métro à un mineur. Tu ne peux plus quand tu es député, même si dans le passé tu t'es drogué et que tu as fait ce genre de choses, tu ne peux plus en fonction de la nouvelle fonction que tu occupes. Tu ne peux plus. Il faut avoir l'intelligence. Et ça t'oblige. En quelque sorte, ça nous oblige. Et j'aime bien cette réflexion-là. Parce que c'est la balance. Ça veut dire que tu as la notoriété, on t'a donné la notoriété, on t'a donné un talent qui t'a permis d'avoir de la notoriété. Tu obtiens beaucoup d'avantages, notamment des avantages financiers. Tu vis dans une belle maison, quand tu t'arrêtes, quand tu voyages, tu vas dans des beaux hôtels. Donc tu as une aisance financière, tu vis dans des catégories, dans une catégorie sociale très élevée qui t'offre des privilèges, par exemple celui d'être mieux soigné que les autres. Il y a plein de privilèges quand on accède à la notoriété. Des privilèges qui sont liés à cette vie sur Terre. Mais en contrepartie, ça t'oblige. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Pro parce que c'est vrai. On peut trouver que sa condamnation à Nicolas Bedos est exagérée, mais en quelque sorte, tu te bourres pas la gueule dans une boîte de nuit et tu ne dragues pas les filles comme ça quand tu as une notoriété. Tu ne peux pas. Et tu dois savoir que tu t'exposes à des problèmes si tu te comportes mal, puisque c'est le revers de la notoriété. Et ça, c'est important de le transposer au niveau collectif. À partir du moment où un peuple ou une catégorie de la population aurait un certain avantage, aurait par des dispositions qu'il aurait, des dispositions génétiques qui lui donneraient un avantage sur d'autres peuples, style un QI plus performant, une intelligence plus performante, une faculté plus importante dans certains domaines. Eh bien, ce peuple-là, ça l'oblige à avoir une responsabilité vis-à-vis des gens qui sont moins doués et qui sont moins gâtés par la nature. Et ça les oblige donc à être plus protecteurs, plus bienveillants, parce qu'ils ont acquis, grâce à leur talent, une supériorité qui les oblige sur des peuples plus faibles. C'était ça le deal, si vous voulez, de réciprocité qu'on aurait dû avoir, nous, occidentaux, vis-à-vis des peuples qui étaient moins développés. Je parle sur le plan matériel, scientifique. Je ne parle pas du plan spirituel. Et ceux qui sont développés sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est en faire profiter ceux qui n'ont pas ces qualités-là spirituelles. Mais en tous les cas, il y aurait eu de la collaboration et des vases communicants entre ces mondes différents. Ça aurait été parfait. Malheureusement, on n'a pas compris que ce qu'on recevait, on devait... Plus tu reçois, plus tu dois donner. Et plus tu reçois de qualité, plus tu dois donner aux autres. Si tu as la chance d'être un guérisseur, si on t'a offert ce talent de pouvoir guérir un autre, tu soignes les autres. Tu leur demandes même pas forcément d'argent. S'ils te donnent, tant mieux, mais tu n'en fais pas une histoire d'argent. Il ne faut pas que celui qui soit démuni financièrement n'accède pas à ce pouvoir que tu as de guérir. C'est très important. Et il faut donc utiliser son pouvoir qu'on a reçu de Dieu pour soigner et soigner n'importe qui. Ceux qu'il demande en tous les cas. Et soigner en tous les cas les gens malades. Si tu as ce don de soigner, soigne. Après, il y a toujours la contrepartie. Tu reçois financièrement. Vous voyez, tu reçois financièrement. C'est-à-dire, si tu donnes quelque chose, les gens plus fortunés ou qui ont plus d'argent te donneront, compenseront en te donnant, ils te compenseront ceux qui ne peuvent peut-être pas donner. Là aussi, il y aura un équilibre qui se fera. Mais c'est important, quand on a reçu un don, de l'user et d'en être digne. Et savoir qu'il y a une obligation d'une certaine manière. C'est le revers de ce don, de ce talent, c'est de donner. Si tu reçois beaucoup, tu dois donner beaucoup. C'est pour ça que, en tous les cas, j'ai essayé, avec Christophe, d'appliquer avec ma chaîne exactement ce précepte-là.
le fait d'avoir une petite notoriété, toute petite, hein, parce que 30 000 abonnés, il ne faut pas que je me la pète, hein, c'est rien du tout. Vous avez vraiment des youtubeurs. Un youtubeur moyen, il a minimum 100, 200 000, 300 000 abonnés. Et un grand youtubeur, évidemment, il passe à 1 million, 2 millions, 15 millions d'abonnés. Donc moi, ce n'est rien de rien. Ça, pas là-dessus, pas. Je ne vais pas fanfaronner avec mes 30 000 abonnés, même si actuellement j'en vois beaucoup arriver, auxquels je souhaite la bienvenue. Mais en gros, je suis bien conscient que c'est... Mais malgré tout, j'ai 30 000 abonnés. Voilà. Bon, c'est mieux que rien du tout. Et avec ces 30 000 abonnés, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai aidé Christophe à sortir d'une impasse où il était. Christophe, c'est l'aviculteur, pour ceux qui arrivent, un aviculteur que j'ai aidé, à qui on a demandé de tuer son cheptel parce qu'il y avait une bactérie nuisible. Lui et sa petite famille vivent de l'exploitation agricole, ça veut dire que du jour au lendemain, on lui a dit, parce qu'il n'a pas eu droit d'aide ni de subvention, même je ne reviens pas sur cette affaire, mais c'est pour vous dire, il m'a appelé d'une manière désespérée, quoi. Et ça, c'était en juin, je crois. C'était avant l'été, avant la saison. Et donc, avec ma chaîne, on a donné simplement, j'ai expliqué, j'ai fait une vidéo pour expliquer la situation. Et grâce à nous, grâce à ma chaîne et mes abonnés, il a eu 7 000 € en peu de temps. Et je me suis dit, il avait besoin de 30 000. Mais 7 000, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on a déjà, et nous, avec ma petite chaîne, on a... Et je me suis dit, voilà. Et c'est pour ça que je me suis trouvé obligé et je dirais que je le remercie, c'est grâce à lui où j'ai trouvé comment dire, d'une certaine manière, j'ai justifié le fait de cette chaîne en disant oui, c'est bien gentil d'avoir des abonnés, c'est bien gentil d'avoir aussi des revenus publicitaires grâce à ta chaîne, mais il faut en faire profiter aussi. Il ne s'agit pas non plus de prendre que soi et de ne pas distribuer aux autres, de ne pas donner, de ne pas non plus... Vous voyez, les vases communicants, c'est facile de tenir un discours sur une chaîne YouTube. C'est facile de tenir un discours revendicateur ou de critiquer la société. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais moi pour les autres? Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je fais? C'est important quand même aussi qu'on soit cohérent avec nous-mêmes également. Parce qu'à partir du moment où, même si on a une petite notoriété ou un petit pouvoir, grâce à cette chaîne, j'ai un petit pouvoir, parce qu'il y a des gens qui me sont fidèles, ben, je me dis, c'est normal de profiter de ce petit pouvoir pour en faire profiter quelqu'un d'autre qui est en difficulté. Et je voulais que ça se passe bien, transparent, sans problème, sans soupçon, parce qu'il y a des tas de fraudes, il y a des tas... Alors j'ai donné son adresse, j'ai dit je ne veux même pas t'entendre parler d'argent, vous lui envoyez un chèque, point final, une enveloppe, un petit mot. Et j'ai donné son adresse, il a reçu les dons, et voilà comment ça s'est passé. Et on n'est même pas passé par une cagnotte ou quoi que ce soit. C'est pour vous dire que c'est pas pour me gratifier, c'est pas pour dire ah oui, vous voyez, je suis quelqu'un de bien et tout ça. Non, j'ai plein de défauts et je suis loin de correspondre à ce que j'aimerais être. Mais c'est une perspective qu'on se donne, essayer de s'améliorer. Mais non, pas du tout. Vous savez, je suis loin d'être parfait. Je suis pas un modèle et quoi que ce soit, au contraire. J'ai beaucoup de défauts. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, il y en a qui me quittent parfois parce que je m'énerve parfois. Des fois, je vais contre même mes abonnés. Certains qui ont des opinions sur certains sujets. Bref, je me braque et parfois je ne flatte pas forcément mes abonnés dans le sens du poil. Donc, vous voyez, j'essaie d'être le plus proche de ce que je ressens. Et je ne tiens pas compte de savoir si je vais gagner ou pas des abonnés. Ça dépend. Il y a des moments où j'en gagne, des moments où j'en perds. En ce moment, j'en gagne. Mais des fois, je peux en perdre également. Parce que je ne vais pas forcément dire ce que les gens veulent que je dise. Mais là, en l'occurrence, pour la question du rôle et de la vocation qu'on doit tenir, eh bien, en dehors d'un discours qu'on doit tenir, c'est vrai qu'on doit agir. Et c'est pour ça que, à travers Christophe, c'est en quelque sorte l'incarnation symbolique d'une contrepartie que je me devais de faire par rapport à la petite notoriété que j'avais. C'est le revers de ce que j'avais. C'est-à-dire c'est normal
d'utiliser parfois sa notoriété. C'est ce que font certains artistes hein, qui donnent dans des œuvres de charité, tout ça. Et ils ont raison de le faire. Quand on reçoit, il faut donner. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec Christophe. Et je me suis dit, j'ai quand même démarré cette chaîne très modestement. Au début, j'avais 100 abonnés, 200 abonnés, et puis plouf, c'est parti. Et du coup, je me suis dit, faisons profiter Christophe. Évidemment que j'avais énormément de sécurité par rapport aux personnages que je connais. Christophe est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Je sais qu'il est droit, je sais qu'il est sincère. À partir du moment où j'ai donné son adresse, les gens peuvent aller le voir. Il est en Corse, tout ça. Verront sa rectitude, son sérieux et tout ça, concernant sa production d'œufs, etc. Donc là, j'avais aucun souci. Tout est transparent et je savais que la personne allait utiliser cet argent vraiment pour s'en sortir. D'ailleurs, les poules vont arriver dans 10 jours et il va nous faire des vidéos. Donc, je suis bien content quand les choses se passent d'une manière claire et nette comme ça, transparente. On a fait du bon travail. Eh bien, le développement de cette chaîne, c'est ça en fait, c'est un outil. C'est un outil, mais j'espère qu'il me permettra également d'avancer sur d'autres sujets, d'essayer en tous les cas de faire avancer certaines thématiques et d'user de la petite notoriété qu'on a, toute petite pour l'instant, peut-être qu'elle aura plus d'influence plus tard, mais pour l'instant toute petite, pour faire avancer certains sujets, pour essayer de répondre en tous les cas, en ce qui me concerne, à cet objectif intérieur que j'ai, c'est-à-dire d'essayer de lutter contre un adversaire invisible, mais qu'on trouve ça et là. Et cette bataille, je suis prêt à l'amener, vraiment. J'ai vraiment envie de mener une bataille contre ce monde de corruption que j'ai vu autour de moi, ces injustices, ces gens fourbes qui nous emmènent vraiment, qui nous emmènent vers le décor, qui nous emmènent vers le noir, qui nous emmènent vers vraiment le chaos. Et on doit au contraire, nous, essayer de travailler à ce que les gens puissent s'épanouir, répondre, comme je l'ai dit, à leur vocation profonde. Et à partir du moment où collectivement on entraîne les gens à s'interroger sur eux-mêmes, à se poser et à se dire mais qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Quelle est ma vocation? Quel est mon rôle? C'est déjà le début d'une petite ouverture. C'est déjà commencer à mettre le clé dans la serrure et d'ouvrir cette porte magique qui nous ouvre sous nous-mêmes et qui parfois nous emmène sur des voies qui sont heureuses. Mais, je vous assure, heureuses, c'est des voies qui sont heureuses, mais qui sont balisées d'obstacles et d'épreuves. C'est ça, on peut se diriger vers une voie heureuse, mais la trajectoire qui nous y mène est balisée d'épreuves et d'obstacles parce qu'il y a une adversité dans notre monde, il y a quelque chose qui s'oppose à ça et qui s'oppose d'une manière multiple et variée. Les pièges sont multiples et variés. Regardez, toutes les mythologies parlent de ça. Regardez le héros. Le héros, il est toujours dans la quête du Graal, c'est ça. Le héros, il est toujours dans un combat parce que sa quête de délivrer la dame qui est dans sa tour, sa dame c'est son âme, eh bien il traverse un monde d'obstacles et de difficultés. On n'a pas ici compris qu'on devait toujours se battre. Mais notre bataille, elle est variée et multiple, et bien entendu. Mais c'est pour ça que j'ai rejoint les Gilets jaunes, parce que collectivement, nous avions besoin d'exprimer cette mobilisation. Et je regrette qu'elle n'ait pas eu plus d'ampleur, cette bataille, parce qu'il y avait vraiment un sentiment collectif qui était juste dans ce mouvement-là. Et puis ensuite, il y a eu le pass sanitaire, c'était très juste. Tous ceux qui se sont battus, qui ont pris position contre le pass sanitaire, il y avait quelque chose de juste, de très juste à défendre cette position. Et là, paf, on repart en bataille. Et on repart en guerre. Pourquoi? Parce que ceux qui voulaient nous enfermer, eh bien, faisaient partie du clan du mal, celui qu'on désigne l'adversaire, si vous voulez.
Et celui qui s'oppose à notre liberté, bien entendu physique, mais intérieure aussi. La liberté physique, c'est la liberté intérieure. Donc il faut vraiment, vraiment être bien conscient que notre chemin est balisé d'obstacles. Christophe rencontre beaucoup d'obstacles, mais il va y arriver, il arrivera. Voyez-vous, cet obstacle qu'il a rencontré a déclenché cette vague de solidarité qui a été énorme. Il a reçu énormément de courriers de votre part, il a été aidé. Et intérieurement, ça lui a donné une force qu'il n'aurait pas eue s'il n'avait pas connu cette épreuve, etc. Donc d'une certaine manière, on tire quelque chose des épreuves que l'on traverse. On tire des choses, je vous assure. Même quand on a le cancer, même quand on est malade, il y a des choses qui se passent que les autres ne savent pas. Il y a des solidarités qui se développent. On expérimente des relations humaines qu'on n'aurait pas eues sans cette maladie. Et ça aussi, on en tire quelque chose. Tout est facteur d'élévation. Tout est facteur de s'élever, de grandir et d'apprendre. Le tout, c'est d'être bien près de son rôle, de sa mission, de son objectif et de sa vocation. C'est pour ça que je vous invite vraiment à répondre à votre vocation, à vous poser la question, quel que soit votre âge, que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans, vous avez tous, jusqu'à la fin, on a tous une vocation. Et détournez-vous du divertissement pour le divertissement. Détournez-vous d'un objectif qui sera faux. L'argent, c'est pareil. Cherchez pas à gagner l'argent. L'argent arrive. L'argent vient. L'argent arrive quand vous êtes sur cette voie. Il vous est donné. L'argent, c'est pas le but en soi. Mais l'argent viendra si vous trouvez votre vocation. Je peux vous l'assurer. Il viendra. Et donc, il en va comme ça. Voilà. Vous voyez, à propos d'argent, je vais en profiter pour vous dire que j'ai besoin d'argent pour acheter un nouveau téléphone. Alors, c'est un téléphone je vais faire un appel aux dons, ce que je ne fais jamais. Mais là, pour le coup, ça m'aiderait un petit peu, c'est vrai, parce que le téléphone, c'est un téléphone reconditionné, parce qu'il coûte cher à l'achat, mais j'ai regardé, parce que je prends mes vidéos avec un téléphone qui n'est pas de très bonne qualité. Et j'ai repéré un Xiaomi Mi Ultra, je crois, un truc comme ça, et remasterisé, j'en trouve à 450 € sur un site qui revend des Blastmaster, un truc comme ça, je ne sais plus le nom du site, mais c'est un site qui revend des téléphones remasterisés. Bon, ben là, je tique un peu quand il s'agit de sortir 400 €. Voilà. Donc, si des personnes ont les moyens, eh bien, je leur demande de me faire un petit don pour effectivement m'aider à acheter. Je pense qu'on aura une meilleure qualité, surtout quand le jour baisse, on aura une meilleure qualité de vidéo. Mais c'est un téléphone comme j'ai là, mais de meilleure qualité. C'est Xiaomi Mi Ultra, ou 100 Ultra, je ne sais plus, je regarderai. Et il a l'air bien, j'ai regardé, il a un écran derrière au dos, peut-être que ça m'aidera aussi. J'ai regardé, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu que je ne veux pas d'iPhone parce que mon ordinateur c'est pas iPhone, et après il faut des correspondances, des fichiers qui soient compatibles les uns avec les autres, avec les ordinateurs Android, et c'est pas possible. Bon bref, je ne vais pas vous expliquer toute cette technologie complexe, mais en gros j'ai besoin de trouver j'ai besoin d'acheter un téléphone. Et si vous pouviez m'aider, ben ce serait bien. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc c'est rare. Hein. Je demande rarement de faire un don. Vous avez remarqué dans mes vidéos, je ne cours pas non plus après les dents. Et là, pour le coup, ça me donnerait un petit coup de main pour acheter ce téléphone qui quand même me servira que à faire des vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.